La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à bord des interviews d'Eric Cooper. Avant de démarrer, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer puisque, sachez-le, depuis quelques jours, les interviews d'Eric Cooper ont été reconnues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comme service de médias audiovisuels. Alors bien sûr c'est une bonne nouvelle, mais rassurez-vous, nous n'allons pas nous asseoir sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous allons découvrir un endroit superbe, c'est la Cité des sciences et de l'industrie située à Paris. Elle est située dans le parc de la Villette, sur l'emplacement des anciens abattoirs de la Villette, situé dans le 19e arrondissement de Paris. Jacques Dutronc en parle d'ailleurs de ces abattoirs de la Villette dans sa chanson « Il est 5 heures Paris s'éveille » puisqu'il dit « À la Villette, on tranche le lard ». Cela fait bien longtemps, je vous rassure, qu'on ne tranche plus le lard à cet endroit. Et pour vous donner quelques petites informations, sachez que la Cité des sciences et de l'industrie a été créée à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing, inaugurée par le président François Mitterrand et a ouvert ses portes le 13 mars 1986. Pour vous présenter l'endroit, il nous fallait un guide et c'est Antonio Gomes da Costa, qui est le directeur de la médiation culturelle, qui va nous faire découvrir cet endroit superbe. Et un petit conseil, si un jour vous allez visiter Paris, sachez que Paris, ce n'est pas que la Tour Eiffel, c'est aussi cette Cité des sciences et de l'industrie. Alors, monsieur le directeur, dites-nous un petit peu, c'est quoi la Cité des sciences ? Bon, c'est ce qu'on appelle un centre de sciences, c'est-à-dire c'est un lieu où le public vient pour se rencontrer, pour retrouver de la science, des contenus scientifiques et aussi pour se mettre en contact avec la recherche contemporaine, des scientifiques, donc tout le monde qui est lié à la science. On dit souvent que c'est un musée parce que bien sûr il y a des expositions à voir, mais c'est un musée sans collection, c'est-à-dire le contenu de ce musée, c'est la science elle-même, donc toutes les applications de la science. Vous n'avez pas de collection, mais vous avez en fait des expositions. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des expositions sur des thématiques variées, soit des thématiques très génériques, comme par exemple l'univers. Bien sûr que c'est toute une exposition permanente sur le début de l'univers, toutes les galaxies et l'astronomie. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont traités dans cette exposition. Et après, des expositions temporaires sur des thèmes beaucoup plus ciblés, beaucoup plus spécifiques, comme c'est le cas de microbiote, par exemple. On parle de tous les micro-organismes qui font partie de nous, ou qui en fait sont une partie de nous-mêmes, ou des expositions comme pour les plus jeunes, la cabane, par exemple, c'est une exposition pour les plus petits, pour explorer un peu tout ce monde de construction et de cabane et de privacité aussi pour les enfants. Est-ce qu'il y avait un besoin vraiment de créer ce genre de structure et est-ce que vous sentiez que la science n'était pas assez connue et c'est pour ça qu'on a mis sur pied cette Cité de la science ? Ah bon, c'est une très belle question, hein. C'est vrai, on continue à se dire, il y avait un besoin et il y a toujours un besoin. En effet, ce besoin de communication, il a été pressenti très intérieurement. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parle d'Univers Sciences, donc la Cité des sciences et de l'industrie a deux sites, c'est la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte, aux Champs-Élysées. Donc, le Palais de la Découverte, par exemple, c'est un lieu de communication scientifique, un des premiers lieux de communication scientifique au monde, pour communiquer avec le grand public, et ça date de 1937. Donc, c'est cette nécessité, cette besoin cette notion qu'il y a une séparation entre le public en général, la société civile, si on peut l'appeler comme ça, et la science et technologie, c'est quelque chose que pratiquement dès le début de l'explosion scientifique a été pressenti. Mais c'est vrai qu'il a été également immédiatement pressenti on ne pouvait pas continuer à travailler tout seul. Donc, cette fameuse notion d'une tour d'ivoire où les chercheurs travaillent tout seuls, ça, peut-être ça représente une réalité, mais c'était vraiment quelque chose qui était très présent dans tous les décideurs, voire décideurs politiques, mais aussi dans l'établissement scientifique.
il ne faut pas avoir des tout d'ivoire. Il faut avoir des moyens de communication scientifique très agiles pour le public. Et donc, c'est ça, devient tous ces musées de sciences et tous ces centres de sciences, centres interactifs de sciences, comme la cité. Et donc, votre but, en fait, votre mission, c'est de susciter l'intérêt pour les enjeux scientifiques qui sont mal ou peu connus. C'est de susciter l'intérêt sur des enjeux et sur des thématiques, mais c'est aussi de mettre en évidence la démarche scientifique. Qu'est-ce que c'est ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est, quel est le point de départ pour une recherche? Quelle est la recherche qu'on fait aujourd'hui? C'est pas seulement une question de montrer ce qu'on connaît, c'est aussi de montrer ce qu'on ne connaît pas, mais qu'on est en train de faire de façon à connaître. C'est-à-dire, on a souvent l'idée que communiquer science, c'est de parler de tous les faits scientifiques et toutes les choses qu'on connaît, mais c'est en effet aussi de parler des choses que, c'est très récent, on ne sait pas, on y va. C'est ça la recherche. Et en effet, si je peux le dire, cette exposition, nous sommes très proches d'une exposition qui s'appelle Microbiote. C'est une très belle exposition aussi dans ce sens parce que c'est une exposition qui montre vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, mais on dit, voilà, c'est ça, on fait de la recherche sur cette thématique-là, on essaie de connaître un peu mieux comment ça marche. Est-ce que vous pensez que parfois la science a un peu mauvaise réputation parce qu'on imagine que les scientifiques, dans le fond, ne fabriquent que des produits qui sont nocifs pour l'environnement et que les gens ne savent pas ce que font d'autres choses que font les scientifiques? Alors oui, c'est inégal que ça et aujourd'hui encore pire. Donc si on peut le dire, donc il y a une méfiance croissante sur la science, sur la recherche. Après il y a des choses très curieuses. Donc d'abord, c'est à cause de ça que je parle de montrer pas seulement les faits, mais de montrer aussi la recherche, parce que par exemple, il y a plein de méfiance, plein de choses qu'on se dit, les scientifiques, ils ne veulent pas savoir ça, ils vont tout simplement appliquer des produits chimiques ou de faire des produits comme les OGM, par exemple, et ils ne veulent pas savoir des conséquences. Alors ça, c'est pas vrai du tout, bien sûr, mais peut-être c'est là qu'il faut faire un peu mieux de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de montrer, par exemple, quand on parle des OGM, c'est pas une question de se dire on veut à tout le coup mettre des OGM dans l'alimentation, par exemple, des personnes. C'est que on fait de la recherche sur les OGM et bien sûr on fait de la recherche sur les questions de sécurité et tout ça. Donc il faut montrer ça. Alors ça c'est un problème pour la communication scientifique aujourd'hui. Et seulement pour montrer où nous sommes et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. La même personne, par exemple, ou le même groupe de personnes peut dire les scientifiques, ils ont raison, il faut absolument faire raison et les dire il faut faire attention à ce qu'ils disent. Par exemple, c'est très fréquent quand un même groupe qui disent il faut faire attention aux scientifiques en ce qui concerne le changement climatique et l'environnement, mais les mêmes personnes peuvent après nous dire les scientifiques, ils ne savent pas ce qu'ils disent sur les vaccins. Ça, c'est les méchants des pharmaceutiques. Bon, il y a des raisons pour dire ça, mais c'est curieux parce qu'on prend la science quand ça nous convient pour un certain argument et on dit non dans d'autres arguments. Donc, c'est toute une discussion qu'il faut faire, bien sûr. Alors, est-ce qu'ici, à la Cité de la Science, vous collaborez avec les industries ou les universités? Oui, bien sûr, avec les deux. Donc ça, d'abord, ça s'appelle la Cité des sciences et de l'industrie, pour un très bon motif. Et donc, on collabore avec l'industrie. Je peux vous dire, comme je suis en charge surtout de la médiation, je ne suis pas en charge de toute la partie d'exposition, mais je suis en charge de la médiation, c'est-à-dire du contact direct entre nos médiateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont une formation scientifique et qui interagissent en direct avec le public. Par exemple, on a tout un programme qui s'appelle Un ingénieur, un projet, où on met en évidence, on fait des événements, mais aussi de réguliers pour les écoles, où on met en évidence, on met en contact avec le public des ingénieurs, des entreprises qui expliquent leur démarche pour construire des produits, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Avec les universités, bien sûr, et c'est surtout avec tous les centres de recherche. Il n'y a pas
c'est pas une question de travailler tout seul. Au contraire, c'est ça qu'on envisage. C'est, comme je l'ai dit déjà, c'est de faire le lien entre le monde de la recherche et le public. Et donc nous sommes intermédiaires entre les chercheurs qui travaillent dans des centres de recherche et qui travaillent à des universités, et le public. Et il y a plein d'activités qu'on fait un contact direct, ça on promeut un contact direct avec les chercheurs. On a par exemple toute une équipe qui travaille avec nous, des doctorants, donc des jeunes chercheurs. On va avoir très prochainement une semaine de jeunes chercheurs, donc où on met en contact direct les chercheurs et le public, mais aussi bien sûr tout ce qu'on présente, les expositions, les différents contenus que sommes-nous à présenter. D'abord, nous avons des comités scientifiques ou des échanges très directs avec des chercheurs. Et ces collaborations, elles ne se font qu'en France ou bien vous collaborez avec des industries et des universités un peu partout en Europe, voire dans le monde ? C'est dans le monde. On a même des expositions où il y a des éléments de commission scientifique qui sont étrangers, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi une question de travailler avec les plus proches, c'est beaucoup plus facile. Donc, bien sûr, ça se passe dans tous les pays que je connais. J'ai travaillé déjà au Portugal, en Belgique et dans d'autres pays. Et il y a, bien sûr, un premier contact, c'est beaucoup plus direct avec les groupes de recherche qui sont près de nous. Après, il faut se dire, bien sûr, une chose, c'est que la recherche aujourd'hui, c'est pas faite à un niveau national, voire c'est pas cette image de l'héros qui travaille tout seul dans son laboratoire et qui fait des découvertes, ça n'existe plus aujourd'hui. Ce sont des groupes à niveau international qui travaillent. Donc, chaque fois qu'on travaille sur une thématique, on travaille au niveau international. En effet, encore une fois, cette exposition microbiote, c'est basé sur un livre qui n'est pas français, donc c'est d'une chercheuse allemande. Donc c'est pas question de... C'est sur la science est internationale, donc il faut faire de l'international. Et on sent qu'il y a vraiment une volonté chez vous de toucher beaucoup de publics, que ce soit les plus âgés, les enfants, mais aussi par exemple les malvoyants. Qu'est-ce que vous mettez, comment vous faites pour toucher les malvoyants et qu'ils puissent aussi venir à vos expositions ? C'est pas seulement les malvoyants, bien sûr, il y a des démarches pour les malvoyants, c'est une question d'accessibilité en général. Et là, comme quelqu'un qui est récent ici à Cité, je suis très, je peux dire, suffisamment indépendant pour le dire que la Cité est un exemple à niveau international de tout ce qui est accessibilité. Je connais la Cité d'abord comme un touriste très au début. Après, quand j'ai commencé à travailler sur communication scientifique, bien sûr, au Portugal, j'ai eu des échanges avec la Cité, avec Universcience. Et toujours, il y avait ces démarches d'avoir une accessibilité très, très puissante pour tout ce qu'on fait à la Cité. Et c'est vraiment du design inclusif, si vous voulez. Donc, c'est d'avoir des éléments, bien sûr, qui répondent à des besoins spécifiques. Par exemple, d'avoir du braille sur des différents affiches et tout ça. Mais c'est surtout... il y a plein de choses qui font qu'une exposition soit accessible à tous les publics et qui ne sont pas très évidentes, mais que la rend utilisable par tous les publics. Je parle par exemple d'un code de couleur aussi, c'est aussi, il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise pour que ce soit accessible à des personnes qui ont des problématiques de visualisation. Il y a bien sûr toute une question d'avoir des interactifs et des tables qui sont accessibles à ceux qui se déplacent dans une chaise et donc qui ne peuvent pas accéder à des choses, des éléments qui sont très hauts. Ça, on ne dit pas, c'est pas tellement évident, mais c'est de faire un design qui est accessible à tout le monde. Et là, je crois que le travail qui est fait à la Cité, c'est vraiment exemplaire. Une dernière question, est-ce que vous pensez que la Cité des sciences peut permettre d'aider à comprendre ce qui se passe autour de nous et donc de prendre des bonnes décisions pour l'avenir ? Oui, définitivement. Alors, ça c'est l'enjeu très, très général. Pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour toutes les décisions, il faut avoir des éléments corrects, des éléments pour prendre des décisions. Et la science fait partie de ces éléments.
Alors, ça, c'est vraiment, si on peut résumer une mission de tous ces centres de sciences, c'est de donner des outils exactement pour comprendre le monde autour de nous et pour pouvoir prendre des décisions avec des éléments très concrets. Alors, si ça marche ou non, ça c'est une autre question. Je voulais tout simplement à ce niveau mettre tout simplement clarifier une chose, c'est que quelquefois, on a une tendance à se dire les faits, les choses qu'on connaît, déterminent automatiquement une décision ou un comportement. Alors, ça, c'est là un peu, quelquefois, où ça donne des conflits. Pour vous donner un exemple, toute cette discussion aujourd'hui qu'on a autour du changement climatique. La discussion, c'est curieux parce que la discussion s'est faite toujours, surtout autour, est-ce que ça c'est vrai ou non? Est-ce que les faits, les concrets, est-ce que les données scientifiques nous disent qu'il va y avoir un changement climatique ou non? Et on reste là. Et la problématique, c'est que les données, ils nous disent ça. Mais ça ne veut pas dire ça ne dit absolument rien sur toute une complexité de décisions après à prendre, c'est-à-dire il y a des décisions économiques, des décisions sociales, des décisions politiques à prendre sur ces données. Alors, dans toute la discussion, qu'est-ce qu'on fait normalement? Comme discuter des questions politiques, éthiques et sociales, c'est un peu plus difficile, on essaie de tout simplement se dire la décision c'est automatiquement déterminée par des faits. Et donc, on discute les faits, on discute la véracité des faits. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. On met la responsabilité sur les faits concrets qui sont déterminés pour la science. Et donc, quelquefois, par exemple, on essaie de dire que ces faits ne sont pas vrais. On essaie de nier la science pour aider à un discours éthique, social et politique. Et on devrait mettre, pour ainsi dire, on devrait mettre chaque chose à son niveau, c'est-à-dire les faits scientifiques sont les faits scientifiques. Ce qu'on fait avec ça, c'est une chose complètement différente. Si je peux seulement donner un autre exemple. Il y a longtemps, quand on a commencé à mettre les lois sur le tabac. J'étais au Portugal en ce moment, je suis un biologiste, mais je travaillais déjà dans un musée, dans un centre de sciences similaire à celui-ci. Et on m'a interrogé à un certain moment et on m'a fait demander comme un scientifique, qu'est-ce que vous dites sur les lois d'interdire de fumer dans des lieux publics? Et ce que j'ai dit, c'est comme un scientifique, j'ai rien à dire. Comme citoyen, oui. Comme scientifique, la seule chose que je peux vous dire, c'est que fumer, ça tue, ça fait du mal, beaucoup. Ce qu'on fait avec cette information, c'est toute une autre question. Je peux vous dire aussi que tous les jours, il y a des personnes qui meurent, ou qui sont blessées, gravement blessées, par des voitures. Ce qu'on fait avec cette information, ça est complètement différent de ce qu'on fait avec l'information que fumer, ça tue ou ça peut incapaciter une personne. Donc ça, c'est les faits. L'autre chose, c'est la décision et ce qu'on fait avec ces informations. Une dernière question, la vraie dernière question. Vous avez un projet, quelque chose que vous avez vraiment envie de créer ici à la Cité de la Science, une exposition ou un sujet que vous avez envie d'aborder? Bon, on commence maintenant. Donc, je parle du côté de médiation, mais c'est quelque chose qui est un peu transversal à beaucoup d'autres activités au futur ici à la Cité et à l'université d'une façon générale. C'est exactement le défi qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est de faire des approches pour travailler avec ces défis qu'on a déjà parlé, des défis des méfiances croissantes sur la science, de la méfiance croissante sur les experts, ou l'expertise, les infox, donc les fausses informations, tout ce qui se passe dans les médias, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, travailler un peu sur cette problématique et d'essayer de trouver les bonnes approches pour parler des thématiques très délicates où toutes ces questions de post-vérité et d'infox sont très puissantes. Par exemple, de parler des médecines alternatives, des vaccins, des OGM, de tout ça, d'essayer de parler et de positionner la discussion d'une façon un peu plus correcte. C'est pas facile, il n'y a pas de la réponse. On va avoir par exemple une conférence la semaine prochaine exactement sur cette thématique des croyances des infox, des mauvaises informations, mais c'est une démarche, je peux le dire, à niveau mondial aujourd'hui. C'est un défi évident et très important pour la communication scientifique. Ça y est, c'est fini.